Un dimanche, en fin d'après-midi, une famille se promène le long de la rivière qui borde sa propriété. Sur la berge, ils découvrent une poubelle dégageant une odeur insoutenable. Quel était leur lien? Comment ces trois endroits pouvaient-ils être concernés par la même enquête? Les lieux semblent inoccupés et nous sommes dans l'obligation de forcer l'entrée. Elle m'a dit que si l'un de ses enfants disparaissait, elle serait bouleversée. C'était une grave erreur. On a pensé qu'il s'était passé quelque chose de louche dans cette maison. N'importe qui serait horrifié qu'un de ces objets ait servi dans un meurtre. Je savais que ce n'était qu'un ramassis de mensonges. Tout était faux. Je suis allée me coucher, mais j'ai pas dormi. Je n'ai plus jamais vraiment dormi depuis. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Dans la plupart des affaires criminelles, la victime connaît son meurtrier. C'est pourquoi la préoccupation première des enquêteurs consiste à vérifier les alibis de la famille et de l'entourage. Par contre, lorsqu'une poubelle scellée, contenant un cadavre sans tête ni main, est retrouvée échouée sur les berges d'une rivière, après avoir dérivé au fil de l'eau pendant des semaines, la tâche des policiers devient insurmontable. Les experts scientifiques parviendront-ils, malgré tout, à interpréter les rares indices laissés à leur disposition? La poubelle était couchée avec les roues face à la rivière à un angle d'environ 45 degrés. Les traces d'humidité sur le côté indiquaient qu'elle était restée dans la rivière un certain temps. En s'approchant un peu, on a senti une odeur très désagréable qui nous disait que quelque chose se décomposait à l'intérieur. Il y avait un trou dans la poubelle et en regardant dedans, j'ai vu un pied. Et on a immédiatement contacté la brigade criminelle. La première chose que j'ai remarquée, c'est que la poubelle avait été scellée avec 42 vis à tête hexagonale et de la colle silicone. La nature des trous dans la poubelle montrait que quelqu'un les avait volontairement faits à l'aide d'un instrument. Ce n'était pas naturel, pas comme si elle avait heurté quelque chose. J'ai retiré les vis du couvercle de la poubelle. Elles étaient toutes de même forme et de même taille. On les a comptées et placées sous scellé. On a ensuite retiré la colle, ce qui nous a permis d'ouvrir le couvercle et de dévoiler son contenu. J'ai vu un pied humain, un pied droit qui dépassait d'une couverture dans laquelle avait été enveloppé le reste du corps. On s'est tout de suite demandé quel genre de découverte macabre on allait faire. Apparemment, quelqu'un s'était donné la peine de faire beaucoup de routes pour éloigner la poubelle et la faire couler pour que personne ne la découvre. On a ratissé la zone, mais il n'y avait aucune empreinte dans le sable, aucune trace qui pouvait laisser penser que la poubelle avait été traînée jusqu'ici. On en a déduit que la poubelle avait été portée par le courant avant de s'échouer à cet endroit. Mais la distance parcourue par la poubelle sur cette rivière de 80 km reste inconnue. Et avec la tombée de la nuit, la chasse aux indices devra attendre le lendemain. Le médecin légiste nous a conseillé d'envelopper la poubelle et de la transporter telle qu'elle jusqu'à la morgue. Parce que si on attendait qu'un expert arrive sur les lieux, les preuves risquaient de disparaître. On a trouvé un corps enveloppé dans une couverture entourée d'une sorte de câble électrique pour maintenir le tout. Une fois la couverture enlevée, on a vu que la tête et les mains avaient été coupées. Le corps était momifié et dans un état de décomposition très avancé. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années, environ 30-35 ans. La cause exacte de la mort était inconnue. Il n'y avait aucune marque de couteau, aucune plaie par balle, et on n'avait plus la tête ni les mains. Les policiers sont face à une énigme. À défaut de pouvoir analyser la dentition de la victime ou de comparer ses empreintes digitales à celles contenues dans le fichier des personnes disparues, aucun élément ne permet de l'identifier.
Une seule chose est avérée. Le cadavre est celui d'un homme âgé d'une trentaine d'années. Néanmoins, en examinant avec attention le corps putréfié, les experts découvrent un indice qui leur accorde une dernière chance. Il y avait plusieurs tatouages sur les bras de la victime, et ça a permis à la police d'avoir une nouvelle piste pour l'identifier. L'identification du corps était essentielle, et le seul moyen de l'obtenir était de lancer un appel à témoins. La police a fait appel à la population pour identifier la victime d'un meurtre dont le corps démembré a été retrouvé dans une poubelle à roulettes dans la banlieue de Sydney. L'homme, qui aurait entre 20 et 40 ans, a été décapité. Ses mains ont également été coupées. Les enquêteurs ont cependant relevé 2 tatouages, l'un représentant une rose et l'autre un fil de fer barbelé. On misait tous sur les tatouages en espérant qu'un membre de sa famille ou un ami se manifesterait. Une enquête criminelle a été ouverte à la suite de la découverte d'un corps décapité dans une poubelle échouée au bord de la rivière Colo, au nord-ouest de Sydney. C'est une famille qui l'a découverte. Elle était scellée avec des vis et de la colle silicone. Les plongeurs ont exploré la zone où la poubelle a été retrouvée, mais n'ont rien repêché qui permette d'identifier le corps. Les seules pistes de la police sont les 2 tatouages sur les bras de la victime et la date approximative de sa mort. Vu son état, le corps était resté dans l'eau pendant plusieurs mois. Quelqu'un avait sans doute dû voir la poubelle flotter à un moment ou à un autre. Alors on a enquêté auprès des campings, des skieurs nautiques, de toutes les personnes susceptibles de fréquenter cette zone, pour découvrir si quelqu'un avait vu la poubelle et quand. Si on arrivait à remonter jusqu'à la scène de crime, on pourrait peut-être identifier la victime, déterminer le jour de sa disparition et comparer ces informations avec les différents témoignages. On s'est adressé aux autorités nautiques et on a fini par retrouver un homme qui avait vu la poubelle quelques semaines plus tôt. Comme c'était dangereux pour les autres bateaux, il l'a repoussé vers la berge. L'étape suivante consistait à découvrir à quel endroit elle avait été mise à l'eau. On a donc longé la rivière à la recherche de terrains de camping en pensant que le meurtre avait pu avoir lieu sur la berge, un peu plus en amont. On a cherché tous les accès à la rivière, que ce soit les routes ou les pontons d'amarrage, dans l'espoir de découvrir des traces de pneus, des vêtements ou même l'arme du crime. Les chances de trouver des indices sont infimes. Heureusement, la médiatisation du meurtre ainsi que les tatouages vont porter leurs fruits. On a reçu pas mal d'appels de personnes ayant vu la poubelle, mais le plus important était celui d'une femme originaire de Kandos dont le beau-frère avait disparu en août 1998. La date de disparition de cet homme correspond au stade de décomposition du corps. Mais plus important encore, les tatouages correspondent parfaitement à ceux de l'homme disparu. Aujourd'hui, une photo de Peter Astill a été diffusée. La police pense qu'il s'agit de la victime, mais il faudra 6 ou 7 semaines pour que les tests ADN le confirment. À ce stade de l'enquête, on pense qu'il s'agit de Peter Astill. Il a été vu pour la dernière fois le 9 août et depuis, il n'y a eu aucun mouvement sur son compte. C'est pourquoi on pense que c'est lui. Après avoir identifié Peter, on a pu étendre notre enquête jusqu'à Kandos. Le corps avait été retrouvé dans une rivière à la sortie de Windsor et on l'avait identifié comme étant Peter, vivant à Kandos, un village de campagne perché dans les montagnes bleues près de Muji. La distance séparant les 2 endroits était énorme. Il avait l'habitude de s'asseoir sous le porche de sa maison très tôt le matin. Il prenait une tasse de café, s'asseyait au soleil et regardait les montagnes. Il appelait ça le pays de Dieu. Enfant, il était le clown de la famille. Peter s'entendait très bien avec ses frères et sœurs. Il était très proche de son grand frère parce qu'ils avaient à peu près le même âge. Il avait une vie relativement calme et se débrouillait très bien tout seul. Il avait un petit cercle d'amis, mais c'était de très bons amis. Peter a été vu pour la dernière fois le 9 août. Son frère et son neveu étaient avec lui, et sa mère l'a appelé pour lui dire qu'elle viendrait l'aider à aménager sa maison le lendemain. Le 10 août, Meryl s'est donc rendue chez lui. Elle a frappé à la porte, mais Peter n'était pas là. Je lui avais fait des rideaux et on devait les accrocher ensemble, mais il n'était pas là. Et il y avait une atmosphère lugubre dans la maison. J'ai regardé un peu partout. Il avait placé un matelas sur le sol du salon, juste à côté de la cheminée. Il recherchait la chaleur parce qu'il n'avait pas encore le chauffage.
Mais j'ai vu que la cheminée était froide. Elle n'avait pas été allumée la veille. Quand j'ai vu ça, ajouté au fait que personne n'avait dormi dans le lit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter pour Peter. Quand je suis ressortie de chez lui ce matin-là, j'ai demandé à son voisin, qui était aussi un ami de Peter, s'il savait où il était. Il m'a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il reviendrait avant demain parce qu'il devait l'aider à poser sa clôture. Au début, on ne pensait pas à un crime. On pensait que Peter était parti se promener dans la nature, peut-être camper. On s'était dit qu'il avait quitté la région pour une courte durée, mais qu'il n'avait pas prévenu sa famille. Qu'est-ce qui peut justifier un acte aussi violent? Comment peut-on décapiter quelqu'un, le mettre dans une poubelle et transporter son corps à des centaines de kilomètres de là pour le jeter dans un coin perdu? Pourquoi avait-il été tué? C'était un vrai dilemme pour nous. Après être parvenus à identifier le corps sans tête, les enquêteurs espèrent que l'intérieur de sa maison leur fournira des indices pour comprendre les circonstances atroces de son assassinat. Mais une mauvaise surprise les attend. Le pavillon de Peter Astill a entièrement brûlé 4 jours avant que son corps ne soit retrouvé dans la rivière. S'agit-il d'une incroyable coïncidence où le meurtrier a-t-il pris la précaution d'effacer les preuves pour égarer les policiers? La maison de Peter Astill était en fibrociment. C'était un logement social. L'intérieur de la maison était vide, il n'y avait aucun meuble. Les murs du salon et de la salle à manger tenaient encore debout, mais ils avaient été ravagés par le feu. De l'autre côté de la maison, il y avait les chambres. Les murs avaient brûlé, le toit s'était effondré. Il ne restait plus que la charpente. L'hypothèse du court-circuit électrique était éliminée d'office parce que l'électricité avait été coupée et les fusibles retirés. On avait utilisé un accélérant. Il y avait de l'essence dans l'herbe et d'autres éléments qui permettaient de conclure à un incendie criminel. Si le meurtre avait eu lieu dans la maison et que quelqu'un avait voulu détruire les preuves, il ne l'aurait pas fait aussi longtemps après. Pourquoi attendre 3 mois pour détruire des preuves? L'enquête sur le meurtre de Peter Astill engendre plus de questions qu'elle ne fournit de réponses. On avait rassemblé certaines pièces du puzzle, mais il nous manquait encore des morceaux. Mais la poubelle va leur fournir une pièce supplémentaire. Les enquêteurs savent que Peter Astill a été la victime d'un horrible meurtre. Ils savent également qu'ils ont 4 mois de retard dans leur enquête. Et pour ajouter à leur frustration, la maison de la victime a été dévorée par les flammes. La poubelle est le seul indice qui leur reste. Sur la poubelle, il y avait les lettres GLCC, ce qui signifie Greater Lithgow City Council. Mais on n'avait qu'un numéro 2 et il y avait probablement beaucoup de numéros 2 dans la région. Au moins on savait à peu près d'où venait la poubelle. On était aussi impatients de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, peut-être d'autres indices dont l'arme du crime. On a retrouvé 2 couteaux rouillés et un tube de colle. On a aussi trouvé des flocons de naphtalène utilisés pour absorber les mauvaises odeurs. Une partie de la poubelle avait été endommagée, et c'était le résultat d'un acte délibéré. Elle avait été coupée d'une façon bien particulière. À l'intérieur de la poubelle, j'ai repéré un morceau de plastique vert qui comportait une série de chiffres blancs correspondant probablement à un numéro de série. Et le morceau correspondait parfaitement à la partie manquante de la poubelle, ce qui indiquait que le numéro de série avait été volontairement découpé. Heureusement, le numéro de série était tombé à l'intérieur de la poubelle avec le corps et le tueur ne s'était pas donné la peine de le récupérer. Il s'est probablement dit que le corps coulerait et que ce n'était pas la peine de s'en faire pour ça. Mais c'était une grave erreur. On avait donc un numéro de série qui correspondait à une adresse précise à Lithgow. On avait un corps retrouvé à Colo, en périphérie de Sydney, une poubelle provenant de Lithgow et une victime originaire de Candos. Et ces 3 endroits sont éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Quel était leur lien? Comment ces 3 endroits pouvaient-ils être concernés par la même enquête?
Mon coéquipier a appelé les policiers de la ville de Kandos pour les interroger sur Peter. Quel était son mode de vie? Avec qui passait-il du temps? Et c'est là qu'on a appris que son voisin s'appelait Bruce Patterson. Et comme par hasard, Bruce Patterson était aussi le propriétaire de la poubelle de Lithgow. On avait notre lien. Bruce Patterson avait une adresse à Lithgow et vivait là-bas. Son ex-femme habitait à côté de chez Peter Astle à Kandos. Bruce y était la plupart du temps. D'après nos informations, Peter s'entendait assez bien avec Bruce Patterson. Ils étaient amis et on les voyait souvent ensemble. Bruce est le voisin auquel Meryl Astle a parlé de la disparition de son fils. Il est devenu suspect. Combien de chances y avait-il pour qu'une poubelle de Lithgow appartenant à Bruce Patterson ait été utilisée dans le meurtre de Peter Astle, habitant juste à côté de l'ex-femme de Bruce Patterson à Kandos? Si le meurtrier n'avait pas commis la négligence de laisser retomber le morceau de plastique contenant le numéro de série à l'intérieur de la poubelle, jamais les enquêteurs n'auraient pu connaître son lieu d'origine. Profitant de cette chance inespérée, les policiers se rendent à Lithgow et perquisitionnent la maison de Bruce Patterson, le voisin et ami de la victime. Cette piste va-t-elle porter ses fruits? Ou la poubelle incriminante a-t-elle été volée et transportée par l'assassin sur la scène de crime plusieurs centaines de kilomètres plus loin? Enfin, sur une piste sérieuse, les enquêteurs décident d'inspecter la maison de Bruce Patterson à Lithgow. On effectue une perquisition au numéro 2 Page Street, P-A-G-E, à Lithgow. Les lieux semblent inoccupés et nous sommes dans l'obligation de forcer l'entrée. Notre première impression a été que c'était une maison très ordonnée. Elle avait été nettoyée, il n'y avait aucun meuble, ce qui signifiait qu'elle était inhabitée. On a trouvé des produits d'entretien et on s'est dit que quand on quittait une maison, la dernière chose que l'on faisait, c'était le ménage. Mais étant donné les circonstances, la présence de ces produits nous faisait penser qu'il s'était passé quelque chose de louche dans cette maison. L'une des pièces à avoir attiré notre attention était la deuxième chambre parce qu'il y avait un certain nombre de taches sur la moquette. Ces taches pouvaient être du sang. Et quand j'ai fait retirer la moquette, on a tout de suite vu une grosse marque sur le sol, sur la sous-couche et sur le plancher en bois qui se trouvait sous la moquette. On a concentré nos recherches dans la salle de bain et on a remarqué qu'elle était très propre. La baignoire était recouverte d'un film blanc. On aurait dit qu'elle venait d'être repeinte. Il était possible que le corps ait été décapité dans cette pièce. Et les preuves pouvaient très bien avoir disparu dans les canalisations. Les tuyaux sont démontés et envoyés au laboratoire d'analyse avec des échantillons de sang prélevés dans la maison. Jusqu'à ce qu'on puisse confirmer qu'un crime avait eu lieu à cet endroit, c'était juste une maison qui venait d'être nettoyée. La police mène également son enquête chez l'ex-femme de Bruce Patterson. Bruce Patterson est présent et les enquêteurs le conduisent au commissariat pour l'interroger. La première question à lui poser était pourquoi sa poubelle avait-elle été utilisée dans un meurtre. On voulait qu'il nous donne une explication parce que la seule preuve qu'on avait pour le relier au crime était la poubelle. Il était possible que quelqu'un ait volé sa poubelle et qu'il se soit retrouvé dans une situation délicate sans le vouloir. Mais le problème, c'est que cette poubelle lui appartenait. À ce stade de l'enquête, le fait que Bruce Patterson soit interrogé éveille les soupçons de Meryl Astle. Le jour où elle a parlé à Bruce Patterson, son ex-femme était également présente. Quand je lui ai demandé si elle avait vu Peter et que je lui ai dit que je m'inquiétais pour lui, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que si un de ses enfants disparaissait, elle serait bouleversée. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions sur Peter Astle et savoir si vous avez des informations sur la découverte de son corps. À ce stade, on avait une raison valable de parler à Bruce. On avait une poubelle lui appartenant et on savait qu'il était l'une des dernières personnes à l'avoir vue. C'était notre point de départ.
Quand est-ce que vous avez vu Peter pour la dernière fois? Je ne sais plus exactement quand c'était, mais je me souviens que j'étais venu monter une clôture pour mon ex-femme. Vous montiez une clôture? Oui, Peter était dehors en train de boire un café quand je creusais les trous pour la clôture. Ce qui nous intéressait, c'était les parties manquantes du corps. Alors, quand on a entendu parler de trous pour les poteaux de clôture, on s'est dit que c'était peut-être un bon moyen de dissimuler des preuves. On a utilisé des chiens de la brigade pour inspecter la clôture, mais on n'a rien trouvé. Comment les panneaux sont-ils reliés aux poteaux? Ils sont vissés? Oui. Et où avez-vous acheté les vis et tout le matériel pour le faire? C'était dans le kit d'installation. C'est alors qu'on s'est rendu compte que les vis retrouvées sur la poubelle étaient les mêmes que celles utilisées pour fixer la clôture. C'était une autre pièce du puzzle à étudier. Je vais vous montrer les photos d'une poubelle. C'est la poubelle qui a été retrouvée dans la rivière Colo. La vôtre avait-elle ce type de vis avant? Non. Dans cette poubelle, on a retrouvé un corps qui serait celui de Peter Astill. Vous comprenez? Oui. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans une poubelle vous appartenant, on a découvert le corps d'un homme appelé Peter Astill. Vous pouvez nous expliquer comment un corps s'est retrouvé dans votre poubelle de Lithgow avant de finir dans la rivière Colo? Non. Vous avez mis ce corps dans la poubelle? Non. Son comportement n'a pas changé. N'importe qui aurait été horrifié qu'un de ces objets ait servi dans un meurtre. On s'attendait à ce qu'il nous dise « C'est terrible, comment ça a pu se produire ?» J'ai perdu ma poubelle. Mais des maisons avaient été détruites dans mon quartier, alors j'en ai vite retrouvé une. Quand l'avez-vous perdue? Je suis plus tellement sûr de la date. Et quand vous ne l'avez pas retrouvée, vous avez décidé d'en prendre une autre pour la remplacer? Vous pouvez appeler ça du vol si vous voulez, mais... On a longuement parlé de sa poubelle, et c'est là qu'il m'a dit « J'ai volé une poubelle, alors accusez-moi de vol. Vous ne pouvez pas m'accuser de meurtre. » Plusieurs éléments troublants intriguent les policiers. La maison de Bruce Patterson est vide et elle a été récurée du sol au plafond, comme pour faire disparaître toute preuve matérielle. Pour construire sa clôture, Patterson a d'autre part utilisé des vis identiques à celles qui ont servi à sceller la poubelle contenant le cadavre. Enfin, Patterson ne manifeste aucune émotion en évoquant la disparition tragique de son ami. Pendant que le suspect est interrogé, les policiers perquisitionnent au domicile de Lynette, son ex-femme. À Candos, on a examiné une voiture qui était garée derrière la maison. C'était un très vieux modèle en mauvais état. Et on a remarqué que les barres de protection latérales ainsi que le pare-choc avaient été retirés, puis refixés avec des écrous. Il y avait aussi des traces de choc sur les feux et on voyait qu'ils avaient été recollés avec de la colle silicone. On a emmené le véhicule au laboratoire de la section criminelle pour faire un examen approfondi de l'intérieur et de l'extérieur de la voiture. Il y avait 2 taches circulaires sur la banquette arrière. Et on en a d'abord déduit que la poubelle avait pu être placée sur le siège arrière du véhicule. On a essayé de mettre une poubelle dans différentes positions pour voir si les marques correspondaient. Après cette expérience, on ne pouvait pas affirmer que les marques avaient été laissées par ce type de poubelle, mais on ne pouvait pas non plus exclure cette possibilité. Il n'y avait rien de spécial à tirer de la voiture, mais on avait la preuve qu'il avait utilisé des vis et de la colle silicone. Ça ne prouvait rien, mais c'était une autre pièce du puzzle à examiner. L'inspecteur Oxford travaille également sur l'hypothèse que le meurtre ait pu avoir lieu dans la maison vide de Patterson à Lithgow. Vous y vivez seul? Oui. Mais il n'y a pas de meubles là-bas. Comment vous y vivez? Où vous dormez? Dans un sac de couchage.
Vous dormez dans un sac de couchage? Tout à fait. Vous avez nettoyé la salle de bain? Il y avait des rayures dans la baignoire. Avec un produit pour les mailles? Sous forme de spray, oui. C'est juste un produit blanc? Bruce nous a dit qu'il avait l'intention de déménager et qu'il voulait laisser la maison en bon état pour les futurs locataires. Tout le monde sait qu'il faut laisser l'endroit comme on l'a trouvé. C'est comme quand on loue. Sans preuve, on n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette version. Si on avait trouvé des cheveux, du sang ou des indices de ce genre dans l'évier, on aurait pu trouver une autre explication. En absence d'indices recueillis dans la maison, sans la moindre trace de sang, de fibres ou de cheveux, les experts sont encore incapables de relier Bruce Patterson au meurtre de Peter Astill. Il ne leur reste plus qu'une solution. Intensifier son interrogatoire en espérant qu'il s'embrouille dans ses explications. Pendant l'interrogatoire, il nous a dit qu'il avait vendu tous ses meubles ou qu'il les avait donnés à une œuvre de charité de Lithgow. En menant notre enquête, on a découvert que Bruce n'avait donné aucun de ses meubles. C'était la première fois que son armure s'effritait. Il nous mentait. Ensuite, on a commencé à vérifier ses déplacements au moment du meurtre. Le 9 août était le jour de la disparition de Peter. D'après ce qu'il nous a dit, il posait une clôture, donc il était dans les environs. L'étape suivante consistait à interroger les habitants de Candos. On cherchait à savoir s'ils connaissaient Peter, quand ils l'avaient vu pour la dernière fois, et s'ils avaient entendu quelque chose de particulier cette nuit-là. Aux alentours de minuit, une voisine a entendu un chien aboyer du côté de chez Bruce, puis une voiture partir de chez lui. Tous les éléments contre lui mis bout à bout le plaçaient comme principal suspect, surtout qu'on n'avait pas d'autres suspects à ce moment-là. Ensuite, on a étudié l'incendie. Est-ce que Bruce avait tenté de détruire la scène de crime pour éliminer toutes les preuves? Les enquêteurs sont maintenant convaincus que Bruce Patterson est le meurtrier de Peter Astill. Mais ils sont dans l'impossibilité de pouvoir le prouver. Ils ne comprennent pas non plus quel pourrait être le mobile du suspect, puisque Patterson et Astill n'étaient pas rivaux dans une affaire sentimentale et qu'ils n'entretenaient pas non plus de relations d'argent. 4 mois après le crime, et alors que l'enquête est en train de tourner court, l'appel téléphonique d'un psychiatre confirme les soupçons des policiers. Il a eu un patient qui lui a confié avoir tué quelqu'un. Il avait tiré sur un homme, l'avait décapité, lui avait coupé les mains et l'avait mis dans une poubelle et jeté dans la rivière. Alors je lui ai demandé le nom de son patient et il m'a dit Bruce Patterson. La police le retrouve chez son ex-femme à Candos. Une fois que je lui ai dit que j'avais parlé à son médecin, il a accepté son sort. Il nous a dit « J'ai tué Peter, je suis coupable ». Madame Patterson, j'ai ici un mandat de perquisition me permettant de fouiller votre maison à la recherche de liens avec la mort de Monsieur Astill. Je vais ensuite vous demander de me suivre au commissariat de Mudgee où on vous posera des questions concernant la mort de Peter Astill. Vous comprenez? J'aimerais que vous nous racontiez ce qui est arrivé à Peter. On buvait beaucoup tout en écoutant de la musique. Il avait fait un feu de cheminée. Quand je suis arrivé chez lui ce soir-là, je n'avais pas l'intention de le menacer. Mais on avait beaucoup bu. Et nos sujets de conversation m'exaspéraient. Il est devenu violent. Il a pris une hache et il a abattu un grand coup sur le plancher. La lame est tombée juste à côté de mon pied. Il a de nouveau brandi la hache pour me frapper. Et c'est là que j'ai pris l'arme qui était sur la table et que je lui ai tiré dans la tête. Comment cette arme est arrivée chez Peter? Peter aimait les armes et je l'avais emmené pour lui montrer. Pouvez-vous me décrire cette arme? C'était un 357 Magnum. Pourquoi l'aviez-vous acheté? Bonne question. Probablement une fantaisie.
J'envisageais de faire un braquage à un moment donné, mais je ne l'ai jamais fait. Mais j'avais jamais envisagé qu'elle puisse me servir pour un meurtre. Enfin, pour tirer sur quelqu'un. Que s'est-il passé ensuite? J'étais sous le choc de ce que je venais de faire. Ensuite, je lui ai coupé la tête et les mains. Avec la hache? Oui. Et après? J'ai brûlé ces parties du corps pour détruire les preuves. Et après? Ensuite, j'ai pris une couverture pour envelopper le corps. Je l'ai mis dans la voiture et je l'ai emmené à un endroit où je pouvais m'en débarrasser jusqu'à ce que je sache quoi en faire. Il a ensuite parcouru 25 ou 30 kilomètres jusqu'à un endroit appelé Wishing Well, tout près de Kandos ou Muji. Monsieur Patterson est sur le point de nous montrer où il a déposé le corps de Peter Astill après l'avoir tué à Kandos. Mais avec les moteurs qui tournent, on va probablement avoir un problème de son. Alors je vais vous demander de parler bien fort. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit pour jeter le corps de Peter? Pourquoi cet endroit en particulier? Je ne voulais pas trop m'éloigner de la ville parce que j'avais des preuves à détruire à la maison. Je voulais brûler sa tête et ses mains. Vous pouvez nous montrer comment vous avez mis le corps? Je l'ai poussé et avec l'élan, il s'est mis à dévaler la pente jusqu'à l'endroit où se trouve l'inspecteur. Et après, j'ai caché la couverture dans les broussailles. Un arbuste un peu comme celui-là, là-bas. C'est ici que le corps a terminé sa course? Non, je l'ai mis sur le côté, derrière l'arbre. Quand êtes-vous revenu ici? Un mois, ou peut-être un mois et demi plus tard. Environ 6 semaines. Oui, j'ai descendu la poubelle jusqu'ici parce que c'était pas possible de remonter le corps. Quand vous êtes arrivé en bas, dans quel état était le corps? Il se décomposait. Une fois le corps dans la poubelle et la poubelle dans la voiture, où l'avez-vous emmené? À Let Go. Et vous avez fait quoi là-bas? Je l'ai scellé. Avec quoi? Avec de la colle silicone et des vis. Maintenant, je vais vous montrer une photo. Il y avait un numéro de série sur la poubelle. C'est la partie que vous avez découpée? Oui. Pourquoi l'avez-vous découpée? Pour qu'on puisse pas retrouver mon adresse. Il avait fait tous ses efforts pour brouiller les pistes et pour qu'on ne remonte jamais jusqu'à lui, mais il avait fait cette petite erreur. Il avait coupé le numéro de série, mais l'avait laissé tomber dans la poubelle. Et c'était la clé de notre enquête. Ça a été sa plus grande erreur. J'aurais pu tout dévisser, mais avec le corps en décomposition à l'intérieur, ça n'en valait pas la peine. Patterson roule encore 2 heures au volant de sa voiture avant de se débarrasser du corps d'Astill 10 km en amont de l'endroit où la poubelle a été retrouvée sur la berge de la rivière. Et après? J'ai emmené la poubelle jusqu'à la rivière Colo et je l'ai mise à l'eau. J'ai longé la rive jusqu'à un endroit où je pouvais traverser. J'ai essayé de la faire couler, mais quand j'ai vu que c'était pas possible, j'ai compris que quelqu'un la découvrirait un jour. Bruce Patterson a comparu hier devant le tribunal de Muji. Au cours de sa brève apparition, la police a laissé entendre qu'elle avait arrêté l'homme de 37 ans chez lui et qu'il avait confessé sa culpabilité dans le meurtre de Peter Astill. J'ai tout de suite compris que j'avais eu une réaction extrême. Mais c'était un cas de légitime défense. C'était pas ma faute, il m'a attaqué et je n'ai fait que me défendre. Il essayait de s'en sortir comme il pouvait. Il fallait donc qu'on trouve des preuves qui permettraient de confirmer sa version des faits. Bruce Patterson a avoué avoir tué Peter Astill, mais plaide la légitime défense. Cependant, la police a de grandes réserves sur sa version des faits. Cet homme voulait avouer son crime, mais il faisait tout pour limiter son implication, sa culpabilité. Sur quelle partie de son corps vous avez pointé votre arme? Sa tête. Une partie de sa tête en particulier? Je dirais le front. Il était mort avant de toucher le sol.
On cherchait à prouver qu'il s'agissait d'un meurtre de sang-froid. On sentait que c'était très violent et que ça s'était produit en une fraction de seconde. Quelle était votre intention quand vous lui avez pointé l'arme dessus? Je voulais qu'il arrête, qu'il recule. Quelle était votre intention quand vous avez appuyé sur la détente? J'avais pas l'intention de le tuer. Comment savoir si Peter n'avait pas été abattu par derrière et que l'orifice d'entrée de la balle ne se trouvait pas à l'arrière de son crâne? Dans ce cas-là, ça aurait été difficile pour lui d'invoquer la légitime défense. Est-ce que c'était une exécution? C'est peut-être pour ça qu'il l'a décapité, pour qu'on ne puisse pas voir qu'il s'agissait d'un acte délibéré. Patterson dit avoir brûlé la tête de sa victime, Peter Astill, dans la cheminée de ce dernier. La maison a été brûlée avant qu'on apprenne qu'il s'agissait de la maison de Peter. Quand les techniciens sont arrivés sur la scène du crime à Candos, la maison avait été détruite. Ils ont fait des prélèvements dans la cheminée, mais ils n'ont pas trouvé de restes humains. Donc rien ne prouvait que la tête avait été brûlée dans cette cheminée. Comme la police l'avait suspecté, Patterson est le pyromane. Pourquoi avez-vous mis le feu à sa maison? Vu ce qu'il s'était passé dans la maison, j'ai voulu la brûler pour faire disparaître toutes les preuves. Vous avez brûlé la maison 4 jours avant la découverte du corps. Vous avez pressenti que la poubelle allait réapparaître? Je le savais. Alors vous avez décidé de mettre le feu? Je savais qu'elle referait surface. Quand Patterson a dit qu'il avait tué et mutilé Peter dans la maison, je savais que ce n'était qu'un ramassis de mensonges. Tout était faux, parce que j'y suis allée le lendemain à 9 heures. Il n'y avait aucune marque de hache sur le sol, ni aucune trace de sang. J'avais nettoyé cette maison de fond en comble. Et quand j'ai fait venir l'inspecteur des logements sociaux pour rendre la maison, il l'a inspectée et n'a rien trouvé. Vous avez dit que vous ne vouliez pas que vos enfants soient mêlés à tout ça. Exact. Vous vous en souvenez? Oui. Vous avez dit que c'était pour cette raison que vous aviez mis le feu, pour vous débarrasser des preuves Oui. de la mort de Peter? Oui. Et vous ne vouliez pas qu'il y ait de l'agitation à côté de chez vous? C'est vrai. Vous étiez inquiet pour vos enfants? Les policiers sont en droit de se réjouir. Ils ont obtenu les aveux complets de Bruce Patterson. Et ils ont rassemblé suffisamment de preuves indirectes pour être en mesure de le faire condamner. Ils n'ignorent pas néanmoins que l'avocat va plaider pour son client l'état de légitime défense et que le jury peut décider qu'il s'agit effectivement d'un homicide involontaire. Convaincus du contraire, les enquêteurs doivent apporter la preuve matérielle que Patterson a tué Astill de sang-froid sans avoir été menacé. Un appel téléphonique providentiel va les aider à conforter cette hypothèse. C'était environ une semaine avant le procès. L'avocat de Lynette Patterson nous a confié qu'elle avait des informations sur ce qui s'était passé. Lynette Patterson est la femme que Meryl Astill a vue pleurer. J'ai repensé au moment où son ex-femme s'était mise à pleurer le jour de la disparition de Peter. Et j'ai toujours su que Bruce Patterson avait quelque chose à voir là-dedans. Lynette Patterson, tout ce que vous direz aujourd'hui ne pourra pas être retenu contre vous devant un tribunal. Vous comprenez? Je comprends. Alors je vais vous demander de repenser à ce qui s'est passé le 9 ou le 10 août 1998. De quoi vous souvenez-vous? Ce soir-là, Bruce avait décidé de tuer Peter. J'ai essayé de l'en empêcher. Et à ce moment-là, j'ai même voulu aller prévenir la police, mais j'avais trop peur. Il lui a demandé de l'accompagner à Sydney pour aller chercher des médicaments. Et c'est comme ça qu'il a réussi à le faire sortir de chez lui. Il avait emporté un pack de bière avec lui. Son père était là aussi. Et comme je vous l'ai dit, je ne pensais pas qu'il allait le faire. Et puis je ne sais pas quelle heure il était exactement, mais il est revenu. Il est rentré dans la maison et j'avais fait un feu de cheminée. Il avait mis la tête de Peter dans une boîte. Il l'a mise dans le feu.
Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas dormi. Je n'ai plus jamais vraiment dormi depuis. Le lendemain matin, j'ai dû me lever et nettoyer la cheminée. Et après, il m'a demandé de nettoyer la voiture. On avait une version complètement différente de celle de Bruce. Il a pris la route et il l'a tué. Il m'a dit qu'il avait emmené sur une aire de stationnement près de Sydney. On voyait les lumières de la ville. Apparemment, Peter a dit qu'il avait besoin de faire un petit arrêt. Il est sorti de la voiture et au moment où il se dirigeait vers un arbre, Bruce l'a interpellé et lui a tiré dessus. Il n'y a pas de légitime défense. Je crois vraiment que c'était un meurtre prémédité. Il y avait une nouvelle scène de crime, une aire de stationnement à Currayong. Le père de Bruce est mort dans le courant de l'année et on ne saura jamais s'il était impliqué. Un mois plus tard, Lynette avoue avoir accompagné son ex-mari et son père à Currayong pour ramasser le corps de Peter. Ils sont ensuite retournés à Lithgow, où elle a vu Bruce mettre le corps dans une poubelle. Il a laissé la poubelle dans la buanderie pendant une semaine et il est retourné la sceller. Et il a coupé le numéro de série? Oui, c'est là qu'il l'a fait. Vous étiez là? Oui. Il a dit quelque chose? Il est tombé dans la poubelle. Il a dit qu'il devait s'en débarrasser parce que ça pouvait conduire la police jusqu'à lui. C'était une affaire très délicate. Mais je crois que sans le témoignage de Lynette Patterson, sans les aveux de Bruce, ou sans le numéro de série, ça aurait pu être le crime parfait. J'ai fait une grosse dépression cette année à cause de tout ça. J'ai pas supporté de tout savoir et d'essayer de continuer à vivre sans rien dire. Il m'a battu plusieurs fois, il m'a mis un couteau sous la gorge et il m'a même laissé une cicatrice. Et c'est pour ça que j'ai gardé cette histoire pour moi. Mais pourquoi son ex-mari s'est-il montré aussi violent avec son voisin? C'était parce qu'il habitait un logement social et qu'il ne voulait pas avoir ce genre de personnes à côté de chez lui. Peter vivait dans un logement social et il ne voulait pas que sa femme et ses enfants vivent dans ce genre d'environnement. Il devait l'éliminer. Il n'aimait pas Peter, c'est tout. Et le seul moyen de régler le problème, c'était de le tuer. C'est ce qu'il a dit? C'est comme ça qu'il voyait les choses. Et une fois Peter éliminé, Bruce n'allait pas laisser quelqu'un d'autre en profiter. Bruce vivait lui aussi dans un logement social à Lithgow, alors je trouve ça bizarre qu'il se soit permis ce genre de jugement. Et quand Lynette Patterson est arrivée avec cette nouvelle déclaration pour le premier jour du procès, Bruce a changé son fusil d'épaule et plaidé coupable. L'affaire est devenue le meurtre du corps dans la poubelle. Bruce Patterson, 38 ans, a avoué son crime. La Cour suprême de Sydney l'a condamné à 22 ans de prison pour meurtre et 4 ans et demi pour incendie criminel. Justice a été rendue. Mais ce n'est jamais assez. Il aurait dû être condamné à perpétuité sans remise de peine. Une vie contre une vie. Bruce Patterson pourra espérer une liberté conditionnelle en 2018. Je déteste Bruce Patterson. Et comme je l'ai dit lors de ma déclaration, je me battrai pour lui fermer toutes les portes. Je ferai tout mon possible pour lui mettre des bâtons dans les roues. Si les choses suivent leur cours, Bruce Patterson devrait retrouver la liberté dans une dizaine d'années. Et un psychopathe incontrôlable hantera alors à nouveau les faubourgs de Sydney. Car nous savons aujourd'hui que le mobile qui avait poussé Patterson à commettre ce crime se résumait à une explication à peine croyable. Le logement social qu'occupait Astill représentait à ses yeux une nuisance insupportable. Il avait donc décidé d'éliminer son occupant et de brûler sa maison sans autre forme de procès. Dans certaines circonstances, bêtise et folie dépassent l'entendement. C'est sur cette constatation navrante
que se referme cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Une vieille dame est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Alors s'agit-il d'une mort naturelle ou d'un meurtre? Un médecin ausculte un employé de l'hôtel. Il présente une blessure au doigt qui s'est gravement infectée. La virulence de l'infection apportera-t-elle la clé du mystère? À seulement 150 km de New York, une surveillante de prison disparaît mystérieusement. Ses collègues ignorent où elle se trouve et personne n'a rien signalé de suspect. Mais comment une gardienne pénitentiaire a-t-elle pu se volatiliser d'une prison de haute sécurité? Bonjour. Merci de votre fidélité pour suivre à mes côtés ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Les séries télévisées nous ont habitués à voir des experts de la police judiciaire s'affairer dans des laboratoires ultramodernes, entourés d'écrans tactiles et de matériel sophistiqué. Mais savez-vous que la criminologie est née en Chine et au XIIIe siècle? Un jour de moisson, un paysan est retrouvé mort dans une rizière. Et pris d'une soudaine inspiration, le contremaître collecte les serpes des ouvriers agricoles et les étale au soleil. Des mouches apparaissent et se concentrent sur l'un des outils. Le contremaître l'examine avec attention et découvre que de minuscules gouttes de sang sont visibles entre le manche et la lame. Confondu, le propriétaire de la serpe incriminée confesse être l'auteur du meurtre. Eh bien, cette histoire fut relatée en 1248 par Sun Tzu, un médecin détective, dans son œuvre intitulée « Livre du lavage des torts ». Et considéré comme le premier manuel de médecine légale, cet ouvrage expose comment notamment distinguer le suicide ou l'homicide de la mort naturelle. Alors sans plus attendre, je vous propose maintenant de suivre notre première affaire. Cincinnati. C'est la 3e plus grande ville de l'Ohio. Elle tire son nom du chef romain Lucius Cincinnatus, qui aurait été un modèle de vertu. Mais en septembre 1994, Rhoda Nathan, une grand-mère de 67 ans en visite à Cincinnati, découvre une toute autre facette de la ville. Elle était tellement drôle que vous ne pouviez pas vous empêcher de rigoler avec elle. C'était vraiment une femme formidable. Elle prend une chambre dans cet hôtel situé en périphérie, dans la ville de Blue Ash. C'était un hôtel très agréable où se tenaient de nombreuses conventions. Rien de ce genre n'y était jamais arrivé auparavant. Rhoda partage la chambre 237 avec sa meilleure amie de 50 ans, Helen Chubb, et le compagnon de celle-ci, Joe Kaplan, tous deux originaires de Floride. Ils sont là pour assister à la bar mitzvah du petit-fils d'Helen. Le samedi matin, Joe et Helen se lèvent tôt et quittent la chambre à 7h30 pour aller déjeuner. Joe déclare avoir claqué la porte pour être sûr de bien la fermer. Rhoda reste seule. Elle compte se doucher et s'habiller. Après le petit déjeuner, une demi-heure plus tard, Helen et Joe retournent à la chambre. J'ai ouvert la porte et ça a été un choc terrible. J'ai vu le corps de Rhoda. Elle était entièrement nue. Elle avait la tête sur le côté. C'est comme si elle était devenue violette. Rhoda est méconnaissable. C'était comme si elle avait changé de couleur. Son visage était tout marron, comme si du sang avait explosé à l'intérieur, comme si les vaisseaux avaient éclaté. Je ne sais pas comment expliquer, ce n'était plus Rhoda. À l'aide! 2 clients de l'hôtel, un cardiologue et une infirmière, répondent aux appels au secours du couple et tentent immédiatement de la réanimer, croyant à une crise cardiaque. Rhoda est conduite d'urgence à l'hôpital, mais il est trop tard. Elle est déclarée morte à son arrivée. Plus tard, Helen s'aperçoit qu'il manque $500 dans le sac à main qu'elle avait laissé dans la chambre pendant le petit déjeuner. Ils ne sont plus là. C'est alors qu'elle prend conscience que Rhoda n'avait plus son collier autour du cou. Je me souviens que je l'ai vue et que je me suis dit « Oh mon Dieu !» Et puis j'ai vu sa poitrine et j'ai compris. Je ne me suis pas dit dans ma tête où est son collier, mais je savais qu'il n'était pas là. La police interdit l'accès à la chambre 237, la scène de crime.
C'est sans doute l'un des crimes les plus abominables que j'ai eu l'occasion de voir en 25 années de carrière. Les hématomes sur le visage et la poitrine de Rhoda indiquent que celle-ci a été frappée à coups de poing, ainsi qu'avec au moins 2 objets différents. Elle est morte sous les coups. Elle a été battue à mort. C'est aussi simple que cela. L'autopsie confirme ce que la police soupçonne déjà. La mort de Rhoda est un homicide. C'est terrible pour notre communauté de voir des visiteurs qui viennent chez nous se faire brutaliser de la manière dont elle l'a été. Nous espérons rétablir la justice dans cette affaire et nous pensons que la peine de mort est la peine appropriée. Une femme de 67 ans, Rhoda Nathan, est tuée dans sa chambre d'hôtel, quelques heures seulement avant d'assister à une bar mitzvah. Étant donné l'absence de signes d'effraction, on peut penser que Rhoda connaissait le tueur et lui a ouvert la porte. Toutefois, comme elle était nue, cette théorie est abandonnée. Il y a une tache de sang sur le rideau de la fenêtre et une trace de pas ensanglanté sur le sol de la salle de bain. C'était affreux. Elle était presque de la famille. Elle n'a rien fait de mal. Elle pensait qu'elle allait s'amuser, mais elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Le mobile du crime semble être le vol. Le collier en or avec des diamants de la victime a disparu, de même que les $500 en liquide qui se trouvaient dans le sac d'Hélène. La porte de la chambre 237 se trouve en face du salon de l'hôtel, mais personne n'a vu quelqu'un entrer dans la chambre. On savait que l'auteur des faits devait être présent à l'hôtel entre 7h30 et 8h, ce qui restreignait le champ des suspects et représentait un bon début. Les enquêteurs interrogent les clients de l'hôtel ainsi que les employés qui ont accès aux chambres. La mort de Rhoda Nathan n'est pas le seul incident survenu à l'hôtel ce jour-là. Un employé de l'hôtel de 42 ans, Elwood Butch Jones, s'est coupé à la main gauche sur le rebord d'une benne à ordures. Il a pointé à 6h ce matin-là. Quelques personnes l'ont vu et n'ont rien remarqué de particulier sur lui à ce moment-là. Mais vers 8h30, 9h, les gens ont remarqué qu'il avait la main gauche bandée. Un meurtre a été commis dans la chambre 237 d'un hôtel de Cincinnati. Rhoda Nathan, une veuve âgée de 67 ans, a été tuée avec une extrême violence. Le vol semble être le mobile puisqu'un collier de valeur et la somme de $500 ont disparu. À ce stade de l'enquête, les policiers ne peuvent avancer qu'une hypothèse. Le meurtrier est un client ou il fait partie du personnel de l'établissement. Dans l'un ou l'autre cas, il a dû attendre le départ d'Hélène Schub et de Joey Kaplan pour pénétrer dans la chambre. Puis, la croyant vide, il a fait main basse sur l'argent et les bijoux. Tandis qu'il s'affairait, Rhoda Nathan avait quitté la salle de bain et pour ne pas risquer d'être démasqué, le voleur l'avait alors frappé au visage et à la poitrine sans lui accorder la moindre chance de survivre. 3 jours après le drame, Elwood Jones, un employé de l'hôtel, consulte un médecin. Il prétend s'être blessé la main sur le tranchant d'une benne à ordures. Et la plaie s'est dangereusement infectée. Alors bien que cet incident ne semble pas lié au meurtre, il va ouvrir la voie à une série de déductions tout à fait extraordinaires. Jones est examiné par le docteur John McDonough, chirurgien de la main. La coupure était plutôt bénigne. Elle était petite et en partie cicatrisée. Et dans un premier temps, je l'ai cru quand il m'a dit s'être coupé sur le bord d'une benne au travail. Lorsque le docteur McDonough incise le doigt de Jones, du pus gicle à plus de 25 cm de distance. L'entaille est profonde et atteint la capsule, l'enveloppe stérile de l'articulation du doigt de Jones. Elwood Jones subit 2 opérations. Il est soumis à un traitement antibiotique et reste hospitalisé pendant 5 jours. D'après les médecins, il aurait pu ne pas s'en sortir s'il n'avait pas consulté. Le docteur McDonough a du mal à croire que cette blessure soit le résultat d'une coupure par un objet métallique. Les analyses en laboratoire révèlent que l'infection a été provoquée par une bactérie virulente appelée Echinella corrodans. Le germe Echinella se trouve naturellement dans la bouche, sous la plaque dentaire, le long de la gencive.
Pour qu'il se propage, il faut rompre la plaque dentaire. Ça implique une blessure grave. Et ça arrive généralement lorsqu'une dent est cassée ou qu'elle est heurtée par un objet dur, comme un poing ou un os de la main. Par conséquent, il ne peut pas avoir été infecté en mettant simplement sa main dans sa bouche. Coïncidence ou pas, 2 des dents de Rhoda Nathan ont été arrachées au moment de son agression. L'une a été retrouvée par terre à côté du corps et l'autre dans son estomac. Autre fait suspect, Jones raconte au médecin qu'il s'est coupé la main sur le bord d'une benne à ordures, alors qu'il déclarera plus tard à ses collègues s'être coupé sur un escalier métallique. À l'évidence, l'origine de sa blessure à la main était suspecte. Elwood Jones avait beau être intelligent, il ne l'était pas assez pour livrer une version cohérente des faits. Si ce n'est pas vous, qui est-ce? J'ai été piégé, je ne suis pas coupable. C'est l'une des affaires de meurtre les plus brutales dont j'ai entendu parler. Un acte d'une pure méchanceté et d'une totale absurdité qui m'a stupéfié. Une piste est apparue dans l'affaire Rhoda Nathan. Elwood Jones, un employé de l'hôtel en service le jour du meurtre, s'est fait une profonde entaille à la main le même jour. Au départ, les enquêteurs ne le suspectent pas plus qu'un autre. Mais lorsqu'ils apprennent qu'il a donné à ses collègues une version de son accident différente de celle qu'il a donnée à l'hôpital, ils décident d'interroger le chirurgien John McDonough. Ils voulaient que je leur donne des informations sur M. Jones. Alors je leur ai répondu que c'était impossible. J'étais son médecin et lui mon patient, et par conséquent, ça posait un problème de déontologie, ne serait-ce que de parler de lui avec eux. Dans la plupart des pays, le secret médical est un droit inaliénable. Ainsi, la police ne peut contraindre un médecin à révéler les informations confidentielles qu'il partage avec son patient. Néanmoins, dans l'État de l'Ohio, État dans lequel se déroule notre histoire, la Cour suprême a promulgué une loi levant cette interdiction dans le cas où un médecin estimerait qu'une blessure résulte d'un crime perpétré avec violence. Et cette disposition concerne la blessure à la main pour laquelle Elwood Jones a consulté un praticien. Quelques jours plus tard, ils sont revenus me voir avec un mandat. Ils m'ont dit qu'en tant que médecin soumis aux lois de l'État de l'Ohio, j'étais contraint de témoigner dans une affaire de cette nature. Le docteur McDonough déclare avoir d'abord cru Jones quand celui-ci a prétendu s'être coupé la main sur le rebord d'une benne, mais qu'après avoir examiné sa plaie de plus près, il a compris que ce dernier avait menti. Pour lui, la blessure est le résultat d'une morsure humaine, survenue lors d'un coup de poing. Cela signifie que le poing serré est entré en contact avec une dent. Pour nous, une morsure résultant d'un coup, c'est une blessure à la main, généralement au niveau des articulations des doigts. Quand une personne en frappe une autre à la bouche pendant une bagarre, ce qui se passe, c'est que le bord de la dent pénètre dans la peau et elle peut se casser. Et ce bord tranchant introduit la bactérie sous la peau, dans les tissus mous de la main. Je pratique la chirurgie de la main depuis près de 25 ans et je n'ai eu que 3 cas comme celui-là. Pour les 3, c'était une blessure infligée par une morsure lors d'un coup de poing. La localisation de la coupure sur l'articulation de Jones suggère la même conclusion, de même que les tests de laboratoire qui ont permis de déceler la bactérie Echinella corrodens. Une morsure résultant d'un coup ressemble beaucoup à une blessure causée par un bord tranchant. Le docteur McDonough trouve la blessure de Jones si inhabituelle qu'il prend ses photographies pour les montrer à ses élèves. Ces clichés deviendront une pièce à conviction de première importance. C'était vraiment un coup de chance, parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas les circonstances dans lesquelles Jones s'était blessé. Et ce que nous prenions pour un cas d'école était en réalité beaucoup plus que ça. Une enquête plus approfondie sur l'emploi du temps de Jones le jour du meurtre de Rhoda révèle qu'il a fait une demande pour un pass ce matin-là et qu'il ne l'a jamais rendu. Elwood Jones a par ailleurs des antécédents. Il a été condamné à 3 reprises pour vol et cambriolage.
Dotés d'un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent à la fois le domicile de Jones et celui de sa compagne et collègue de travail, Earlene Metcalf. Les enquêteurs examinent les vêtements d'Elwood Jones et ses chaussures. Celles-ci ne correspondent pas aux traces de pas présentes sur la scène de crime, et les analyses sur ses habits ne décèlent aucune trace du sang de Rhoda. Dans le véhicule de Jones, les enquêteurs trouvent une caisse à outils avec un pass de l'hôtel, 2 jeux de chaînes, de portes et un collier en or et en diamant, semblable à celui que portait Rhoda Nathan avant sa mort. Un nouveau scénario se dessine. Et si les traces sur le visage de Rhoda avaient été faites avec une chaîne de porte, du type de celle découverte dans le coffre de Jones, et la marque sur sa poitrine avec le talkie-walkie qu'Elwood Jones porte habituellement sur lui en service? Mais les photographies de l'autopsie n'ont pas été prises selon un angle exactement parallèle au corps de la victime. Cela engendre une légère distorsion qui va rendre impossible une comparaison photographique précise des blessures avec ces éléments. Ça n'a été ni rapide, ni sans douleur. Je suis sûr qu'elle est restée allongée pendant quelque temps en espérant voir revenir ses amis. Elle n'est pas morte tout de suite. Le meurtre sauvage de Rhoda est un choc terrible pour ses enfants et pour tous ses proches. Elle était gaie et pleine d'entrain. C'était quelqu'un de profondément optimiste. Et elle avait un grand sens de l'humour. Elle était très fière de ses enfants. Comme j'imagine la plupart d'entre nous ont envie de l'être. Elle avait 2 fils charmants qui avaient bien réussi. Une belle famille. De beaux petits-enfants. Des gens bien. Avant le procès, les enquêteurs veulent vérifier si l'un des objets retrouvés dans la boîte à outils de Jones a été utilisé lors de l'agression. Mais les enquêteurs font face à un problème. Les déformations des photos de l'autopsie compliquent l'analyse du dessin des blessures de Rhoda. Toutefois, la police apprend que le FBI vient de développer une nouvelle technique pour corriger les déformations de perspective des photographies. La table réglable de la machine est placée de façon à reproduire l'angle de l'appareil au moment de la photographie initiale. Cette table est ensuite déplacée de façon à transformer le plan de la photo en plan parfaitement plat, comme s'il s'agissait d'une vue du dessus. Cette machine permettait en fait de rectifier ou corriger la façon dont la photographie avait été prise. Les enquêteurs soumettent ensuite les photos ainsi rectifiées à l'Institut de pathologie des Forces armées à Washington. Là, des experts spécialisés dans l'étude des blessures par arme vont les décortiquer. Ils vont modifier la couleur des photographies de l'autopsie, ainsi que la luminosité et le contraste, afin de distinguer les blessures des marques causées par les saignements internes. C'est ainsi qu'ils vont découvrir que les marques sur le visage de Rhoda ont été faites par la chaîne de porte de la caisse à outils de Jones. Les experts ne peuvent pas exclure la possibilité que le talkie-walkie de Jones ait causé le bleu à la poitrine, en dépit d'une correspondance approximative. Ils n'avaient ni ADN, ni sang, ni cheveux, ni fibres, mais ils avaient cette technique inhabituelle pour montrer que l'hématome pouvait avoir été provoqué par le talkie-walkie. Le procureur pense que lorsqu'Hélène et Joe sont partis pour le petit déjeuner, Jones les a vus et en a déduit que la chambre était vide. Il se munit de sa caisse à outils et d'une chaîne de porte pour pouvoir prétexter des travaux de maintenance au cas où le couple revienne plus tôt que prévu. Il utilise ensuite le pass qu'il a récupéré quelques heures plus tôt. Une fois à l'intérieur, il prend les $500 du sac à main. C'est alors que Rhoda Nathan, qui vient de prendre une douche, sort de la salle de bain. Il la frappe au visage avec la chaîne de porte qu'il a à la main et lui assène un coup à la poitrine avec son talkie-walkie. Il lui donne aussi un coup de poing dans la bouche, lui cassant 2 dents et s'inoculant par la même occasion la virulente bactérie. Jones arrache le collier que Rhoda porte à son cou, puis il s'en va. Ne disposant pas de sang, d'ADN, d'empreintes digitales, de fibres ou de traces de pas, les enquêteurs en sont réduits à concentrer leurs efforts sur l'empreinte des objets que le meurtrier a utilisés pour frapper la grand-mère. Alors c'est une chaîne de porte et un talkie-walkie. Ils sont par ailleurs conscients que les preuves qu'ils pourront établir à partir de ces marques seront sans doute réfutées par l'avocat de la défense lors du procès. C'est pourquoi ils s'emploient à reconstituer l'agression dans ses moindres détails.
Il se peut qu'elle ait été consciente quand il lui a arraché ce collier, qui signifiait tant pour elle qu'elle ne l'ôtait jamais. Elwood Jones est ce type d'individu. Pour lui, ce n'était qu'une babiole, alors que pour elle, c'était tout ce qui la reliait encore à sa famille, à son mari. Le collier trouvé dans la caisse à outils d'Elwood Jones est identifié comme étant celui de Rhoda Nathan. Jones ne le savait pas, mais il s'agissait d'une pièce unique de bijouterie. En fait, le mari de la victime l'avait fait faire spécialement pour elle, à partir de l'alliance de sa propre mère. Il y avait 5 diamants sertis dans un pendentif très spécial. Et elle y tenait tellement que même quand elle prenait sa douche, même quand elle allait nager et quand elle dormait, ce collier ne la quittait absolument jamais. Le docteur McDonough atteste que la blessure à la main de Jones et son infection due à la bactérie Echinella corrodens sont la conséquence d'une morsure et non d'une coupure avec un objet métallique comme le prétend Jones. Il y avait polémique sur la façon dont la morsure, ou plutôt la blessure, avait pu s'affecter. Mais le médecin qui a témoigné a été très persuasif quand il a dit que seule une bouche humaine pouvait avoir causé cette plaie. Ça a été un argument très convaincant pour le jury, c'est certain. Mais de tous les hôpitaux de la ville et de tous les médecins, celui sur lequel Elwood Jones finit par tomber cette nuit-là est par un pur hasard le docteur McDonough. Je ne suis pas du tout désolé pour Elwood, mais je suis convaincu que s'il avait été vu par un autre, cette affaire n'aurait pas été résolue. Les photos des blessures de Rhoda suggèrent que la radio d'Elwood Jones et la chaîne de porte trouvée dans sa caisse à outils ont probablement été utilisées lors de son agression. Je suis innocent. Elwood Jones prétend avoir été piégé par la police, laquelle, d'après lui, aurait mis le collier dans sa caisse à outils. Il disait qu'il n'avait rien fait, qu'il faisait juste son boulot ce jour-là, et que c'est lui qu'on avait arrêté parce qu'il avait un casier. Il ne faudra que 10 heures au jury pour délibérer. Elwood Jones est déclaré coupable de vol, de cambriolage et de meurtre aggravé. J'ai dit que j'étais innocent, et je continue de le dire. Je n'ai pas commis ce crime. Elwood est une ordure. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai jugé des tueurs en série moins casse-pieds que lui. Il était arrogant, méchant avec son avocat. Il était foncièrement mauvais. Après examen, la Cour est entièrement d'accord avec les recommandations données par le jury. Elwood Jones est condamné à mort. À l'extérieur du tribunal, la sœur de Jones ne cache pas sa colère. Ce qui s'est passé dans cette cour cet après-midi est insensé. La police de Blue Ash a piégé mon frère. Dans cette affaire, il faut entendre tout le monde, le juge, le procureur. Cette affaire était intéressante pour beaucoup de raisons. Pas seulement parce que le crime a eu lieu dans un endroit où on ne s'attend généralement pas à rencontrer une telle violence. Ce qui l'a rendu encore plus choquant peut-être. Mais le plus intéressant dans cette affaire, ce sont toutes les preuves scientifiques qui ont été apportées, les preuves médico-légales qui ont été trouvées. Ce n'est pas le genre de preuves qu'on peut voir dans toutes les enquêtes. J'aimerais lui dire de commencer à faire la paix avec son créateur, parce que je crois qu'il va bientôt le rencontrer, et là, il devra payer pour le crime ignoble qu'il a commis. J'aimerais appuyer sur le bouton moi-même. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que j'espère sincèrement qu'il aura une mort lente et douloureuse. Tout au long de son procès, Elwood Jones a vivement critiqué la façon dont ses avocats avaient conduit sa défense. Il a également remis en cause la levée du secret médical qui avait permis aux policiers de relier sa blessure infectée à l'agression de Rhoda Nathan. En pure perte. Juges et jurés l'ont condamné à la peine de mort. Aujourd'hui, aux États-Unis, la peine capitale est appliquée dans 34 des 50 États de la Fédération. 90% des exécutions concernent les États du Sud. Sachez encore que le nombre de condamnations à mort a été divisé par 3 en 10 ans, passant de 317 en 1996 à 111 en 2007. La plupart des exécutions sont réalisées par injection létale. La mort par électrocution, chambre à gaz, pendaison et peloton d'exécution venant ensuite
en ordre décroissant. Certains États proposent aux condamnés de choisir entre deux méthodes. D'autres se réservent la possibilité d'employer une technique alternative dans le cas où l'injection serait impraticable pour raison de santé. Les marques de morsure sont-elles suffisamment fiables et précises pour permettre aux policiers d'arrêter un meurtrier? Deux histoires contradictoires fournissent des réponses. En 1992, à Miami, Stanley Corney est formellement identifié comme étant l'agresseur d'une jeune femme grâce à la marque d'une morsure imprimée sur son bras. A contrario, l'année précédente, Ray Crone est injustement accusé d'un homicide et passe 10 ans en prison. Lors de la réouverture de son procès, un expert réussit à prouver que l'empreinte dentaire retrouvée sur le cadavre de Kim Ancona n'était pas la sienne. Comme vous l'avez sans doute deviné, les empreintes de dents occupent une place centrale dans notre seconde affaire. Établissement correctionnel de Green Haven. C'est l'une des prisons de haute sécurité les plus strictes des États-Unis. Dans ces quartiers surpeuplés cohabitent 800 des criminels les plus violents de l'État de New York. Green Haven, à l'époque, était considéré comme la super prison de haute sécurité de l'État. Tous les détenus purgeaient de longues peines. C'étaient tous de dangereux criminels, pas des débutants. La population carcérale évoluait dans un environnement très difficile. Parmi les détenus de Green Haven, plus de 500 sont des meurtriers. 1981. Pour la première fois, des femmes sont engagées pour travailler dans cette prison de haute sécurité pour hommes. Elles sont 50, toutes novices. Parmi elles se trouve Donna Payant, 31 ans. Si je devais décrire Donna et sa personnalité, je dirais que c'était quelqu'un de volontaire, très indépendant et déterminé. Elle était animée d'un profond sens de la justice. Donna a 3 enfants et son mari est lui aussi surveillant de prison, mais dans un autre établissement pénitentiaire. Si sa famille a fini par accepter son métier, ce n'est pas le cas de certains de ses collègues masculins. Pendant sa formation à l'académie, l'un des formateurs s'est invité la nuit dans la chambre de Donna, sans sa permission. Donna a déposé une plainte pour harcèlement sexuel, mais a finalement jugé plus sage de se rétracter. Le 15 mai 1981, Donna pointe, peu après-midi, pour le service de 13 à 21 heures. Vers 13 heures, Donna est avec 2 collègues quand le téléphone sonne. Oui, ne quittez pas, Donna, c'est pour toi. C'est un appel pour Donna. Ce vendredi-là, Donna Payant a reçu un coup de fil en début d'après-midi. C'était un appel plutôt mystérieux, et si l'on en croit ses collègues, qui étaient alors en service avec elle, elle aurait eu après une réaction qui les a plutôt inquiétés. Les autres agents n'ont aucune idée de l'identité de son interlocuteur, mais ils disent que Donna leur a tourné le dos pour qu'ils ne puissent pas l'entendre. Après avoir raccroché, elle part sans dire où elle va. Il faut que j'y aille. Donna Payant était contrariée. Elle n'était pas nerveuse du tout, elle était plutôt en colère. Elle a dit qu'elle allait mettre un terme à tout ça, que ça allait se terminer, ici et maintenant, ou quelque chose dans ce genre-là. Et puis elle a filé comme l'éclair. 5 heures plus tard, au moment de l'appel du soir des surveillants, Donna a disparu. Le verrouillage d'urgence de la prison est immédiatement ordonné. Tous les détenus sont confinés dans leurs cellules. Les agents passent la prison au peigne fin, fouillant tous les blocs de cellules, les bureaux, les espaces de détente. Mais aucune trace de Donna Payant. C'est une prison de haute sécurité, et donc ils savent bien qui entre et qui sort. Mais rien n'indiquait qu'elle était sortie. En France, la population carcérale représente environ 1 adulte pour 1000. Avec près de 1 adulte sur 100 en détention, les États-Unis détiennent depuis 2010 le taux record de population carcérale dans le monde. Et les disparités raciales restent prédominantes. Les données du ministère américain de la Justice révèlent ainsi que près de 6 prisonniers sur 10 sont noirs ou hispaniques. Plus précisément, 37% des prisonniers aux États-Unis sont des hommes noirs et dans la tranche d'âge de 20 à 34 ans, un jeune noir sur 9 est derrière les barreaux.
Le Conseil national de la criminalité et de la délinquance souligne par ailleurs que la population américaine ne représente que 5% de la population mondiale, mais 25% de la population carcérale mondiale. Contraction des termes super et maximum. Le nom supermax désigne aux États-Unis les quartiers de très haute sécurité. Dans ce type d'établissement, les prisonniers sont isolés les uns des autres, ne sont autorisés à quitter leur cellule qu'1 heure par jour sous haute surveillance. Enfin, murs, tuyauteries et portes des cellules sont isolés phoniquement afin d'éviter d'éventuelles communications entre détenus. Dans ces conditions draconiennes, on imagine difficilement qu'un détenu puisse s'échapper ou agresser un surveillant. Et pourtant, le lendemain de la disparition de Donna Payant, une information relayée par les médias frappe d'effroi la population. Le lendemain matin, au lever du jour, les responsables de la prison reçoivent une terrible nouvelle. Dans une décharge des environs, où sont déversées chaque jour toutes les poubelles de la prison, le corps mutilé d'une femme blonde, vêtue d'un uniforme de surveillant de prison, a été retrouvé. Le cadavre était emballé dans des sacs poubelles. Le lendemain de la disparition de Donna Payant, sa famille est convoquée à la prison de Green Haven. Des responsables nous attendaient. J'ai tout de suite su, même s'ils n'avaient rien dit, que quelque chose n'allait pas. Nous les avons suivis et ils nous ont alors dit qu'elle était décédée et qu'ils l'avaient retrouvée dans une décharge à côté. Le corps est identifié comme étant celui de Donna Payant. Dans l'histoire des États-Unis, elle est la première surveillante de prison morte dans l'exercice de ses fonctions. Elle a été retrouvée avec des liens autour des poignets et du cou. La cause de la mort est la strangulation. Des signes montrent qu'elle a aussi été violée. Mon père était vraiment bouleversé. Il ne s'en est jamais remis. Le corps était passé par le compacteur d'un camion poubelle, ce qui signifiait qu'il avait été jeté dans une benne de la prison, laquelle avait ensuite été vidée dans le camion poubelle affecté à l'établissement. Ensuite, dans la décharge, le cadavre avait été écrasé par un bulldozer, utilisé pour aplanir les monticules de déchets. La totalité de ses os est cassée. Elle était couverte de toutes sortes de débris et de détritus, d'ordures et d'humidité, parce que c'était des déchets relativement détrempés. Et par conséquent, les indices éventuels qu'on aurait pu trouver devaient avoir été contaminés par tous ces corps étrangers qui recouvraient son corps. Si le corps de Donna Payant a quitté Green Haven avec les poubelles de la prison, le tueur doit être quelqu'un de l'intérieur qui jouit de plus de liberté que les détenus ordinaires. Mais qui, au sein de la prison, aurait voulu sa mort? Est-ce qu'elle était harcelée par un détenu? Est-ce qu'il y en avait un qui avait une dent contre elle? Y avait-il une raison pour laquelle il lui en aurait voulu? Qui plus est, un détenu aurait aussi eu du mal à trouver un endroit pour commettre le crime. Les gardiens, qui eux sont libres de leur déplacement, deviennent alors le point de mire de l'enquête. 3 jours avant sa mort, des témoins ont vu Donna avoir une discussion houleuse avec un collègue. Des témoins ont vu un gardien, alors qu'elle voulait couper court à la discussion, lui donner des tapes sur l'épaule et dans le dos. L'homme était très énervé. On va vite découvrir que ce gardien, comme beaucoup d'autres à Green Haven, a quelque chose à cacher. Beaucoup de personnes à l'intérieur de la prison avaient un mobile pour la tuer. Je crois qu'à cause de toutes les activités illégales qui avaient lieu à Green Haven, à l'époque de sa mort, et depuis bien longtemps déjà, non seulement il y avait des personnes qui avaient un mobile, mais surtout, celles-ci avaient aussi les moyens de commettre un tel crime. Ces activités ont été révélées dans un rapport officiel, rendu public 2 semaines seulement avant le meurtre de Donna. Les gardiens de Green Haven sont soupçonnés de faire du trafic avec les prisonniers. Ils leur vendent de la drogue et leur fournissent des prostituées. Le secret est resté bien gardé, mais certaines des nouvelles recrues, notamment Donna Payant, ne cautionnent pas ces pratiques.
Et comme la jeune femme a déjà déposé une plainte pour harcèlement sexuel, elle est mal vue par certains collègues. Elle était déjà cataloguée comme quelqu'un qui n'hésiterait pas à dénoncer d'éventuelles activités illégales si elle en apprenait l'existence. Et donc, elle était considérée comme un élément gênant, susceptible d'aller se plaindre aux plus hautes instances. Durant l'autopsie de Donna Payant, le médecin légiste découvre qu'elle a non seulement été violée avec une extrême sauvagerie, mais qu'elle a également des marques qui ressemblent à des traces de morsure. Une trace en forme de croissant est très nette. Deux dents s'étaient enfoncées sous la peau plus profondément que les autres, et on voyait qu'elles étaient, en tout cas selon mon souvenir, ce n'étaient pas des dents très bien soignées. Certaines dents étaient plutôt déformées. Les traces de morsure, les marques de lien et les traces de strangulation, de même que la brutalité du viol, tout indique que ce tueur a déjà tué avant. Ce meurtre n'a rien d'un coup d'essai. Mais qui a ce genre d'antécédents? Et qui, à Green Haven, pouvait en vouloir à ce point à Donna Payant pour non seulement vouloir sa mort, mais aussi la tuer avec une telle brutalité? Le corps de Donna Payant a été retrouvé ici à la décharge d'Amenia, à 50 km de la prison. La nouvelle du meurtre se répand bientôt dans tout l'État de New York. La trace de morsure sur le corps de Donna est photographiée et envoyée au docteur Lowell Levin, célèbre odontologiste médico-légal. Donna Payant, une gardienne de 31 ans, a été sauvagement agressée à l'intérieur de la prison de haute sécurité de Green Haven. Elle a été violée et étranglée. Puis son corps a été jeté dans la broyeuse d'une benne à ordures avant d'être abandonné dans une décharge. Le spectacle de ce corps mutilé soulève le cœur des policiers et du médecin légiste. Néanmoins, le docteur Levin, un expert en odontologie judiciaire, est capable de reconnaître des marques de morsure, des traces qui éveillent en lui de macabres réminiscences. J'ai dit, tiens, je viens d'en parler il y a quelques jours dans mon cours sur une ancienne affaire qui s'était produite dans le même état. L'affaire est celle d'une femme âgée de 30 ans, Mary Lee Wilson, qui a été étranglée avec un lien et sauvagement violée et mordue. En toute logique, le docteur Levin se demande immédiatement si le meurtrier de Mary Lee Wilson est emprisonné là où Donna Payant travaillait. Je me suis dit, Lemuel Smith doit forcément se trouver en prison, et il aura été en contact avec cette femme. Et c'est bien le cas. Lemuel Smith, 39 ans, séjourne effectivement dans l'établissement correctionnel d'État de Green Haven. Il a avoué les meurtres de Mary Lee Wilson et d'une autre femme. Les deux victimes ont été tuées de manière identique. Leur corps portait sa signature. Pourtant, depuis 4 ans qu'il est en prison, Lemuel Smith se conduit comme un prisonnier modèle. Il avait trouvé la foi, il avait commencé comme enfant de cœur et il était devenu l'assistant de l'aumônier. Cette fonction lui confère une grande liberté au sein de la prison, une liberté dont ne bénéficient pas les autres détenus. En aucun cas j'aurais pu la tuer. Cette femme a été battue, elle est censée avoir été sodomisée, n'est-ce pas? Pourtant c'est un couloir plutôt fréquenté. Et j'aurais eu la possibilité de lui faire subir tout ça? Ensuite elle a été ligotée et emballée dans des sacs poubelles. C'est bien ça? Et ensuite elle est censée avoir été balancée dans une benne à ordures. J'imagine que vous n'avez jamais essayé de soulever un corps sans vie. Ça pèse 2 fois plus lourd que quelqu'un qui est vivant. Non, c'est juste infaisable. Mais les responsables de la prison ont la preuve que Smith a été en contact avec Donna Payant et qu'ils ont noué des liens amicaux. Oui, je la connaissais bien, elle travaillait dans mon bloc. C'est tout. Donna Payant était entrée en contact avec Lemuel Smith concernant un objet. Je crois qu'il s'agissait d'une boîte à bijoux qu'elle voulait faire fabriquer. Pendant sa détention, Lemuel Smith faisait un peu de sculpture sur bois occasionnellement. Dans le dossier de Lemuel Smith, les enquêteurs trouvent un rapport rédigé par le docteur Zvi Klopot, un psychiatre qui a évalué Smith 4 ans plus tôt. Après notre entretien, il m'a dit « Écoutez, il y a une chose que je veux que vous fassiez. Je veux que vous vous assuriez que je ne sorte jamais. Parce que sinon, je vais le refaire. Je ne peux pas m'en empêcher. » Je n'ai rien avoué. J'ai juste fait une déclaration alors qu'on m'avait drogué, qui était censée être pour un psychiatre.
Le diagnostic du docteur Kloppot est que Lemuel Smith souffre de paranoïa et a une personnalité borderline. Il prévient les autorités que sans traitement, il est certain que Smith tuera de nouveau. Cet avertissement a été ignoré lorsque Smith a acquis des libertés supplémentaires grâce à ses charges pastorales. Il avait donc le bureau entier, plusieurs bureaux même, pour lui tout seul, avec des téléphones à disposition. Et puis, c'était la seule personne à pouvoir vraiment l'utiliser. Lorsque les enquêteurs fouillent le bureau de l'aumônier, il semble parfaitement rangé. Un examen plus approfondi révèle que la chambre vient d'être nettoyée. Le sol avait été lavé, avec une eau un peu sale, mais c'était clair que ça avait été fait, et récemment. Le détenu Lemuel Smith a été diagnostiqué paranoïaque, schizophrène par un expert psychiatre. Par ailleurs, Lemuel Smith est incarcéré pour les meurtres de 2 jeunes femmes qu'il a sauvagement assassinées. C'est dire à quel point sa dangerosité est avérée. Par empathie ou par manque d'expérience, Donna Payante a pris le risque de tisser un lien avec Smith en lui demandant de fabriquer pour elle un coffret à bijoux. Smith lui a-t-il tendu un piège dans le bureau de l'aumônier? A-t-il nettoyé la pièce à grandes eaux dans le but d'effacer d'éventuels indices? Les enquêteurs trouvent quelques mèches de cheveux blonds dans un placard. Et en les examinant au microscope, ils sont en mesure d'affirmer qu'ils appartiennent à la victime. Mais, pour terrifiante que soit cette découverte, elle ne constitue pas encore une preuve matérielle de culpabilité. La seule autre preuve est l'empreinte de morsure présente sur la poitrine de Donna. À cause des dommages causés au corps de Donna par le compacteur de déchets et par le bulldozer, certains pensent qu'il ne s'agit pas du tout d'une morsure et que cette preuve ne sera pas exploitable dans un procès. La marque a été faite par des incisives inférieures, appartenant à un individu qui n'en possède que 3 au lieu de 4. Or, il manque justement l'une de ces incisives au détenu Lemuel Smith. L'espace peut être mesuré, tout comme l'espace entre les autres dents. La photo du haut reproduit la morsure trouvée sur Mary Lee Wilson, la femme que Smith a avoué avoir tuée. Au milieu figure l'empreinte des dents de Lemuel Smith, qui a été moulée dans la cire. Enfin, la photo du bas montre la marque de morsure trouvée sur le corps de Donna Payante. Après comparaison, l'espace entre les incisives inférieures droites est bien visible. Dans les 3 cas, les dimensions et les angles des dents sont identiques. Mais si c'est Lemuel Smith, l'assassin de Donna Payante, comment s'y est-il pris et pourquoi l'a-t-il tué? Il a suivi exactement le même schéma que pour ses précédents meurtres. Il était en relation avec elle. Il pensait apparemment qu'elle s'intéressait à lui. Il la voyait comme une amie proche ou comme quelqu'un qui tenait à lui. Il lui a fait un cadeau. Bref, on est dans le même schéma qu'auparavant. Selon les psychiatres, la clé réside dans cette boîte à bijoux que le détenu a fabriquée lui-même pour l'offrir à Donna Payante. La police suppose que le coup de fil qu'elle a reçu peu de temps avant sa mort provenait de Lemuel Smith, qui appelait du bureau de l'aumônier. J'ai fait quelque chose pour vous. Venez voir. Le fait de recevoir un appel personnel d'un détenu a dû être très gênant pour une jeune recrue comme Donna Payante. D'après ses collègues, elle était énervée et elle est partie subitement. Une fois seule dans le bureau de l'aumônier, il est possible qu'une dispute ait éclaté entre eux. Donna l'a peut-être rejeté, lui ou le cadeau qu'il lui avait fait. Cela aura suffi à déclencher chez Lemuel Smith la même folie meurtrière que celle qui avait précédemment causé la mort des 2 autres femmes. Ensuite, il la viole et l'étrangle, et à un moment donné, il la mord. L'aumônier était absent ce jour-là, et Smith a donc bénéficié de toute la tranquillité nécessaire pour commettre son forfait, emballer le corps dans des sacs poubelles et pour finir, nettoyer la pièce. Le nettoyage a été bien fait dans l'ensemble, même si des cheveux de la victime ont été retrouvés dans un placard du bureau. Lemuel Smith dispose par ailleurs des droits d'accès nécessaires pour transporter le corps jusqu'à la poubelle, sans être inquiété. En janvier 1983, Lemuel Smith est reconnu coupable du meurtre de Donna Payante.
Il passe désormais 23 heures sur 24 en isolement. Lemuel Smith continue de clamer son innocence, prétendant avoir été piégé par les gardiens de la prison. Je ne suis pas politiquement correct. Je suis un criminel, on est d'accord? J'ai des antécédents, c'est vrai. Personne ne veut rien dire de positif sur moi parce que c'est contraire au système. Et Lowell Levin et tous ces experts, à mon avis, votre sincérité dépend de votre honnêteté en tant que personne. Là, l'honnêteté est à la mesure des preuves apportées pour en arriver à cette conclusion. C'était une affaire malhonnête. J'ai envie de leur cracher à la figure. Au sujet de la trace de morsure, il prétend qu'il s'agit d'une blessure causée par le broyeur et le bulldozer à la décharge, et que les auteurs du coup monté l'ont modifiée pour la faire passer pour une morsure. Mais on voit bien une correspondance. Vous dites que ça a été fabriqué? Oui, il y a ces marques. Tout le monde peut les voir. Mais c'est pas une morsure. C'est un corps qui est passé dans un broyeur et qui a ensuite été écrasé. Et vous voulez me faire croire qu'une trace de morsure serait encore visible? Je pense que c'est impossible. À moins que la trace ait été fabriquée après. Cet argument est partagé par la sœur de Donna Payante. Elle aussi est convaincue que sa sœur a été tuée par des gardiens qui auraient ensuite maquillé l'affaire. Je n'y crois toujours pas. Qu'un détenu ose s'en prendre à un gardien, aille jusqu'à le tuer dans une prison de haute sécurité, et ça au beau milieu de la prison et en pleine journée? Non, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est jamais arrivé avant et ça ne s'est jamais reproduit depuis. Ce n'est pas moi. J'espère qu'elle trouvera la paix. J'espère que justice sera faite pour sa sœur. Voilà ce que j'espère. Pour les enquêteurs toutefois, il n'y a aucun doute. Lemuel Smith avait les moyens et l'opportunité de tuer Donna Payante, un fait corroboré selon eux par la trace de morsure sur son corps. Il a commis le même crime à 3 reprises, sur 3 femmes différentes, et il doit savoir au fond de lui qu'il a de nouveau commis un meurtre. C'est ce qui a causé sa perte. Une stèle a depuis été érigée devant la prison de Green Haven, en mémoire de Donna Payante, victime d'un crime abominable, un meurtre qui, selon beaucoup, aurait pu et aurait dû être évité. Lemuel Smith a été condamné à mort, mais son avocat est parvenu à faire commuer la sentence en peine de réclusion à perpétuité assortie de 20 ans d'isolement dans une cellule de haute sécurité. Le procès a également permis de mettre en lumière l'ahurissant passé criminel de Smith. Jugez-en plus tôt. À l'âge de 11 ans, il tente d'étrangler une fillette de 9 ans. Quelques années plus tard, ayant atteint la majorité, il frappe un homme et le laisse pour mort. Arrêté, il purge une peine de 9 ans de prison. Libéré, il enlève une femme, la séquestre et l'agresse sexuellement. Les années suivantes peuvent se résumer à des périodes d'incarcération entrecoupées de viols, de coups et blessures et de meurtres. Donna ayant été sa 6e victime connue. Bien que diagnostiqué schizophrène à tendance paranoïaque, Smith a été déclaré pénalement responsable de l'ensemble de ses crimes. Sachez encore que 5000 gardiens et officiers pénitentiaires assistèrent aux obsèques de Donna Payante, la première surveillante américaine à avoir été tuée dans l'exercice de ses fonctions. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et de nous rester fidèles. Nous nous retrouverons très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. En juillet 1994, Hope Dennis Hall et son fils Robert, âgé de 3 ans, habitent dans la banlieue de Richmond, en Virginie, dans cette résidence. Hope, âgée de 22 ans, vient de sortir majeure de sa promotion à l'Université de Virginie. Elle veut devenir journaliste et entrer dans l'univers très fermé des journaux d'information à la télévision. La chance lui sourit le jour où elle décroche un poste à l'antenne de NBC à Richmond. Elle était très enthousiaste et déterminée. Elle était très mûre pour son âge. Hope rêvait de devenir envoyée spéciale et présentatrice. Nous l'avions engagée en qualité de monteuse. En gros, elle était chargée de collecter et d'assembler des extraits vidéo pour nos émissions. Hope a mûri grâce aux épreuves qu'elle a dû surmonter. À l'âge de 9 ans, les médecins diagnostiquent un grave cancer du rein. Après 5 ans de traitement, Hope parvient à vaincre la maladie. À 19 ans, elle tombe enceinte alors qu'elle vient d'entrer à l'université. Hope et le père de l'enfant sont tous deux conscients que le mariage n'est pas la bonne solution
et opte pour une garde partagée. Nous n'étions pas prêts. Nous avions besoin de grandir avant de pouvoir remplir les obligations qu'impliquait le mariage. Dans le fond, c'était ça le problème. Tous s'accordent à dire que Hope était à la fois une mère dévouée et une femme ambitieuse et déterminée. C'est pourquoi son absence injustifiée dans le courant de l'après-midi du 11 juillet 1994 provoque immédiatement l'inquiétude de ses collègues dans la salle de rédaction. Ils appellent plusieurs fois à son domicile, mais personne ne répond. Une de nos équipes était dans le quartier. Nous l'avons donc envoyé vérifier ce qui se passait. Et en arrivant, nos hommes ont vu que la police avait bloqué l'accès à la résidence. Ça sentait la mort, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait du sang sur la porte d'entrée. Hope a été retrouvée morte, poignardée, gisant sur le sol de sa chambre. C'était l'une des pires scènes de crime que je n'ai jamais vues. Il y avait du sang partout. La porte d'entrée de l'appartement de Hope est verrouillée et ne porte aucune trace d'effraction. Aucun objet de valeur n'a été dérobé. Une empreinte de main souillée de sang est retrouvée près de la porte, mais elle n'est pas assez nette pour être analysée. Les armes du crime sont des couteaux de cuisine provenant de l'appartement de Hope. Les enquêteurs trouvent 2 couteaux tordus sur le bar de la cuisine, un 3e posé sur le lit et un 4e sur le rebord du lavabo de la salle de bain, près du robinet qui n'a pas été fermé. Dans la cuisine, la police découvre des bris de verre tachés de sang. Des gouttelettes de sang séché mènent de la cuisine à la chambre. Le téléphone est par terre, dans la chambre. Il a été arraché du mur. Hope ne méritait pas ça. Personne ne le mérite. Alors que les policiers passent les lieux au peigne fin, ils s'aperçoivent qu'un élément capital a manifestement disparu de l'appartement de Hope, son fils. Qui a tué Hope Denise Hall, la jeune monteuse de la télévision? Personne ne lui connaissait d'ennemi, et le vol n'est apparemment pas le motif de l'agression. Seconde énigme, le fils de 3 ans de la jeune femme a disparu. Dans un premier temps, cette information rassure les policiers, car le petit garçon n'a pas assisté au meurtre de sa mère et a lui-même échappé au carnage. A-t-il été kidnappé? Les policiers contactent aussitôt le principal suspect, Robert Kinney, le père de l'enfant. Je me souviens, j'étais chez ma mère. Je venais de rentrer quand elle m'a dit qu'un inspecteur avait appelé. Kinney informe la police que leur fils, Robert Jr., est avec lui en Virginie du Nord, à 2 heures de route de chez Hope. L'enfant passe l'été avec son père. La police souhaite interroger Kinney et lui demande de se déplacer. Mon père m'a conduit jusque là-bas. Je ne ressentais rien. J'étais comme un zombie. Les enquêteurs pensent que Hope connaissait son agresseur car la porte d'entrée était verrouillée. Cette personne possédait nécessairement une clé. C'était une porte à peine dormante qui ne pouvait être verrouillée que de l'extérieur. Nous devons retrouver le coupable. Quand quelqu'un s'acharne à poignarder une personne, lui tranche la gorge 3 fois et la laisse pourrir sur le sol, il recommencera à coup sûr. Ce meurtre ressemble étrangement aux homicides de l'étrangleur du sud de Richmond, qui a violé et assassiné 5 femmes sous leur propre toit. Cette affaire a déclenché un vent de panique au sein de la population. Les gens barricadaient leurs fenêtres et modifiaient complètement leur mode de vie. Timothy Spencer, l'étrangleur du sud de Richmond, a été exécuté peu de temps avant le meurtre de Hope Hall. Son affaire a marqué l'histoire judiciaire des États-Unis, car il a été le premier condamné à mort inculpé grâce aux analyses ADN. Le procès de Timothy Spencer a sensibilisé les autorités judiciaires sur l'importance des preuves ADN. À la suite de l'affaire Spencer, les législateurs de Virginie ont créé la première banque de données ADN du pays. Elle centralise les profils ADN de tous les criminels incarcérés en Virginie sur support informatique. Beaucoup de criminels ont tendance à récidiver une fois sortis de prison. De retour sur les lieux du crime, les médecins légistes découvrent sur les débris du verre cassé dans la cuisine des traces de sang étranger, certainement laissées par le tueur. Le tueur a également laissé des traces de sang sur le couteau abandonné sur le rebord du lavabo. L'examen médico-légal révèle plusieurs signes d'agression sexuelle.
Après avoir relevé les indices sur les lieux du crime, les médecins légistes procèdent à des analyses du DQ-alpha et des polymarqueurs de l'ADN. L'analyse polymarqueur portait sur 5 segments différents de l'ADN. Le DQ-alpha correspondait au 6e. L'observation de ces 6 segments nous permettait de différencier les individus. L'ADN du tueur de Hope Hall ne correspond à aucun de ceux entrés dans la banque de données des experts scientifiques. Les enquêteurs décident alors d'explorer une autre piste. La plupart du temps, la victime et le tueur se connaissent d'une façon ou d'une autre. Il peut tout aussi bien s'agir de personnes très proches que de vagues connaissances. Les enquêteurs s'entretiennent avec le père de l'enfant, Robert Kinney. Il a un alibi. Il était chez lui à plus de 2 heures de route de chez Hope au moment du crime. Kinney souhaite néanmoins fournir un échantillon de son sang en vue d'une analyse ADN. J'étais prêt à tout pour aider les enquêteurs pour qu'ils me raient de la liste des suspects, pour qu'ils puissent ensuite se concentrer sur le véritable coupable. Donc ça ne m'a pas dérangé. Son ADN ne correspond pas à celui prélevé sur les lieux du crime. Kinney est donc innocenté. Un réel soulagement. Être convaincu d'un fait et en avoir la preuve scientifique sont 2 choses différentes. Je sentais au fond de moi que ce n'était pas lui. La comparaison d'échantillons d'ADN pour identifier un criminel ou une victime date de 1984. On la doit à Alec Jeffrey, un généticien britannique. Il a mis au point une technique de représentation visuelle des séquences de l'ADN. Ressemblant à des codes-barres, elles figurent sous la forme de 2 colonnes de barres parallèles de différentes épaisseurs qui correspondent aux chromosomes hérités du père et de la mère. C'est la signature, l'empreinte génétique de celui qui a fourni l'ADN. Elle est unique et ne subit aucune modification au cours de l'existence. Depuis la découverte de Jeffrey, la technique n'a pas cessé de s'affiner. Elle constitue aujourd'hui une preuve médico-légale d'une redoutable efficacité. Les policiers ayant disculpé Robert Kinney, le père de l'enfant, ils se penchent maintenant sur le passé et le mode de vie de la victime. Elle était extrêmement prudente et méfiante. Je l'imaginais mal aller dans un endroit où elle risquait de se faire tuer. Nous n'avons trouvé aucun élément pouvant indiquer qu'elle était sortie et qu'elle avait peut-être rencontré un homme dans un bar qu'elle aurait ensuite ramené chez elle. Mais bientôt, les enquêteurs découvrent 2 témoins potentiels. 2 voisins affirment avoir vu un homme torse nu sortir en courant de la résidence de Hope la nuit du meurtre. D'après eux, il avait des tatouages sur le bras et le torse qui ressemblaient à des symboles grecs. Il s'agissait d'une sorte de fer à cheval barré d'un éclair, l'emblème d'Omega Psi Phi. Omega Psi Phi est une confrérie d'étudiants de l'université locale. Les amis et collègues de Hope déclarent que le signalement de l'inconnu pourrait correspondre à la description d'un homme avec qui Hope était récemment sorti. Selon eux, Hope aurait affirmé qu'il s'était montré violent lorsqu'elle avait voulu mettre un terme à leur relation. L'ancien petit ami en question s'appelle Leroy Quick. La police découvre qu'il porte des tatouages d'Omega Psi Phi sur le bras et le torse. Les 2 témoins identifient Quick parmi un groupe d'anonymes comme étant celui qu'ils ont vu sortir de la résidence de Hope en courant. Les enquêteurs sont persuadés d'avoir mis la main sur le coupable. Police made a break in this case just before sunrise. Around 6 a.m., they arrested 29-year-old Leroy D. Quick III. All of us were surprised. Nous avons tous été surpris parce qu'elle ne nous avait jamais parlé de lui. Les collègues de travail de Hope informent la police que la jeune femme et Quick s'étaient rencontrés l'été précédent. Quick nie être en possession des clés de l'appartement de Hope. Il nie s'être rendu chez elle la nuit des faits et nie également toute implication dans le meurtre. L'affaire était pleine de rebondissements. Nous pensions voir le bout, nous pensions être sur le point de découvrir ce qui s'était passé, mais finalement, ce n'était pas le cas. Les enquêteurs sont stupéfaits d'apprendre que l'ADN de Leroy Quick ne correspond pas aux empreintes génétiques recueillies dans l'appartement de Hope. C'était assez surprenant car des témoins l'avaient identifié et affirmaient qu'il était sorti de l'appartement en courant, torse nu, puis avait sauté dans une voiture avant de partir en trombe.
Heureusement qu'il y avait les tests ADN. Sans ça, ils auraient tout mis sur le dos de Leroy Quick. Les enquêteurs interrogent à nouveau des centaines de voisins, amis et membres de la famille de Hope au cas où un détail leur aurait échappé. Rien. Rien du tout. Et vous pouvez me croire, nous avons interrogé énormément de personnes. Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que nous avons interrogé presque tous les habitants de la résidence Halcombe Manor. Une année entière s'est écoulée et le meurtrier de Hope Hall n'a toujours pas été identifié. Les parents de la jeune fille refusent de baisser les bras. Ils restent en contact avec la police et écrivent à des dizaines de législateurs pour solliciter leur aide et retrouver le meurtrier de leur fille. 2 raisons le motivaient. Il avait non seulement tué Hope, mais il continuait de constituer une menace publique. C'était très frustrant pour tout le monde. Sa mère était bouleversée et elle était vraiment angoissée à l'idée de ne pas savoir ce qui était arrivé à sa fille. Après avoir innocenté les 2 principaux suspects, les médecins légistes procèdent à une seconde analyse plus détaillée de l'ADN du tueur grâce à la technique dite de polymorphisme de longueur des fragments de restriction, également appelée RFLP. À cette époque, l'analyse RFLP est le test ADN le plus performant. Elle permet de mesurer divers segments d'ADN du tueur afin d'identifier les longueurs caractérisant chaque individu. Cela permet de différencier mon ADN du vôtre avec plus de précision. Le profil génétique du meurtrier de Hope, plus récent et plus précis, est à nouveau entré dans la banque de données ADN de Virginie. L'ordinateur compare ce profil à celui des 8000 criminels incarcérés en Virginie. J'avais consacré beaucoup de temps à examiner ce cas. C'était donc un peu devenu mon affaire. De tous les dossiers que j'avais étudiés, c'était celui-là qui me tenait le plus à cœur. 2 années auparavant, la recherche des profils ADN n'a pas abouti. Mais cette fois, elle porte ses fruits. Les échantillons de sang et de sperme prélevés dans l'appartement de Hope Hall correspondent à ceux de Shermaine Johnson. L'ADN de Shermaine Johnson a été répertorié dans la banque de données à la suite de 2 condamnations pour viol. Ces crimes avaient été commis dans des circonstances étrangement similaires à celles de l'affaire de Hope Hall. Au moment des faits, Johnson a à peine 16 ans et vit dans la même résidence que Hope. Ça a été une révélation. Avant, je pensais que les criminels étaient des hommes avec des cicatrices et un air louche. Mais ce type-là n'avait pas du tout l'air d'un criminel. Pour la première fois, la banque des données permet d'élucider une affaire criminelle. Shermaine Johnson avait un visage tellement innocent. Qui aurait cru que quelqu'un en apparence si inoffensif et si jeune pouvait commettre un tel crime, et pourtant si. Lorsque la police l'interroge, Johnson clame son innocence. Il admet avoir frappé à la porte de Hope pour lui demander un verre d'eau. Mais un autre homme aurait alors ouvert la porte d'entrée avec une clé, sorti un couteau et sommé Johnson de partir. Cette histoire aurait pu concorder avec le témoignage des voisins qui affirmaient avoir vu un autre homme que Shermaine Johnson sortir en courant de l'appartement de Hope plus tard dans la nuit. Se pourrait-il que Shermaine Johnson soit innocent? Les enquêteurs demandent à Mark Safarik, profileur du FBI, de comparer le comportement criminel de Johnson à celui du meurtrier de Hope Hall. Son comportement criminel est-il élaboré? Non, comme c'est souvent le cas chez les jeunes délinquants. Mais mon travail ne consistait pas à étudier Shermaine, ni même le meurtrier. On m'a simplement demandé d'observer des comportements. Idéalement, un profileur devrait posséder des connaissances pluridisciplinaires, en psychologie, en sciences du comportement, en sociologie, en criminalistique et en médecine légale. En Europe, les profileurs sont des psychologues ou des psychiatres qui se sont spécialisés dans les affaires pénales. Aux États-Unis, les profilers sont des officiers enquêteurs, généralement issus du FBI. Dans les situations de prise d'otage, par exemple, le rôle du profileur consiste à évaluer les risques encourus et à établir une stratégie de communication. Il fournit au négociateur un profil psychologique du ravisseur, mesure son degré d'adaptation et de dangerosité et conseille le chef des opérations dans ses choix stratégiques. Dans notre affaire, Mark Safarik, profiler du FBI, doit rapidement cerner la personnalité du tueur présumé pour comprendre ses motivations
et la nature de ses déviances. Safarik se rend à l'appartement de Hope afin de mieux comprendre la scène du crime. Il étudie également des photos et des rapports concernant les autres viols dont Johnson a été accusé. Ces 5 crimes présentent plusieurs similitudes comportementales. Toutes les victimes étaient jeunes et vivaient près du domicile de Shermaine Johnson. C'est la même dynamique qui régit tous ces crimes. Contrairement à beaucoup d'agresseurs sexuels qui abordent, enlèvent et violent leurs victimes au même endroit, ce jeune homme cherche d'abord à enlever ses victimes, puis à les emmener dans un lieu différent pour ensuite les violer. À chaque fois, Johnson s'est introduit chez ses victimes sous un faux prétexte, puis, une fois à l'intérieur, les a menacées avec l'un de leurs propres couteaux de cuisine. Même lorsqu'il a le choix entre différents couteaux, dont de gros modèles plus intimidants et dotés de plus longues lames, il opte pour un petit couteau qu'il manie plus facilement. Le bureau du procureur a désormais la certitude que Johnson a frappé à la porte de Hope Hall le soir des faits et lui a demandé un verre d'eau. Une fois à l'intérieur, il passe à l'attaque. Le verre tombe au sol et Johnson s'empare d'un couteau. La traînée de sang indique que l'agression a commencé dans la cuisine avant de se poursuivre dans la chambre. Johnson tord plusieurs lames de couteau et retourne à chaque fois à la cuisine pour chercher une nouvelle arme. À un moment donné, il ramasse les débris du verre cassé et se coupe au doigt, laissant ainsi derrière lui un échantillon d'ADN. Les preuves indiquent qu'après avoir tué Hope Hall, Johnson s'est lavé les mains dans la salle de bain, mais n'a pas réussi à faire disparaître toutes les traces de son sang. Il a essayé d'effacer les preuves et il était peut-être blessé. Il aurait donc laissé le robinet couler. Peut-être voulait-il simplement nettoyer le couteau, mais ça n'a pas suffi. Mais une question reste sans réponse. En supposant que les témoins ont correctement identifié Leroy Quick, pourquoi ce dernier est-il sorti en courant de l'appartement de Hope cette nuit-là? Le procureur pense que Quick n'a rien à voir avec le meurtre. Mais il se peut que Quick se soit rendu chez la victime cette nuit-là. Il se serait servi d'une clé pour entrer et aurait alors découvert le corps de Hope. Craignant d'être accusé du meurtre, il se serait enfui en verrouillant la porte derrière lui. Cependant, Quick nie cette version des faits. Shermaine Johnson fut quant à lui jugé pour le meurtre de Hope Hall et condamné cette fois à la peine capitale. Pour moi, cet homme est un animal. Je tiens fermement à assister à son exécution. S'il n'y avait personne pour administrer l'injection létale, je n'hésiterais pas à le faire moi-même. Les enquêteurs affirment que c'est grâce aux preuves ADN, à l'informatique et à l'initiative qui a permis de centraliser les profils ADN de tous les détenus de l'État que Shermaine Johnson a finalement pu être traduit en justice. Nous avons interrogé tous les habitants de la résidence et à aucun moment le nom de Shermaine Johnson n'a été cité. Sans la banque de données ADN, sans cette preuve médico-légale, je pense que nous n'aurions jamais élucidé cette affaire. Nous faisons pression pour créer une banque de données ADN transnationale. Les criminels ne restent pas statiques. Ils se déplacent de ville en ville, d'État en État et de pays en pays. Nous voulons faire comprendre à ces gens que où qu'ils aillent, leur crime ne restera pas impuni, parce que la justice et les techniques ADN les attendent au tournant. Au moment des faits, Shermaine Johnson était mineure et vivait à New York avec sa grand-mère. En juillet 1994, il était venu passer quelques jours de vacances chez des proches en Virginie. Dans les 2 ans qui suivirent l'agression de Hope Hall, il viola 2 autres femmes. Arrêté, il fut condamné à une peine de 100 ans de prison, assortie de la peine de mort. En 1998, l'article 37A de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, interdisait la peine de mort pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Johnson bénéficia de cette disposition et sa peine fut commuée en détention à perpétuité. En 2005, la Cour suprême des États-Unis supprima à son tour la peine capitale pour les mineurs, estimant qu'elle violait le 8e
amendement qui interdit les châtiments cruels et inhabituels. Yeah.